Bonjour, on va continuer sur une thématique un peu différente, mais vous allez voir qu'on est, même si on est sur des registres très différents, on continue à s'interroger sur le réel et comment le styliser. Et je suis ravie d'accueillir donc Mélanie Duval qui a accepté de venir vous parler de son travail. Mélanie, donc, elle a été formée au DMA à Roubaix. Ça fait 17 ans qu'elle travaille en animation. Elle a un parcours assez pluridisciplinaire puisqu'elle a commencé d'abord comme animatrice, également comme storyboardeuse et finalement comme scénariste, tout en ayant aussi travaillé pour les décors. Quand je l'ai interrogée un peu sur son parcours et sur peut-être les séries sur lesquelles elle avait travaillé, qui l'avaient un peu marquée, elle m'a parlé des Durs du Mur, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et en tout cas, c'était une série assez déterminante pour elle, puisqu'elle a animé sur cette série des personnages avec un graphisme un peu particulier. Ensuite, elle a travaillé en tant que scénariste sur de nombreuses séries que vous avez dans sa biographie, donc que je ne redis pas, mais Captain Biceps, Chrono Kids, tout ça. Et aujourd'hui, elle est donc scénariste, notamment sur Miraculous Ladybug, qui est une série à succès coproduite entre Zachtoon et ON Kids pour TF1. Et vous verrez, on en reparlera tout à l'heure quand on abordera un de ces projets, puisque c'est une série de 26 minutes qui mêle à la fois de la sitcom, du soap, de l'aventure, soit des registres dont on a finalement assez peu l'habitude en animation. Et donc, on en reparlera. Là, donc, on va vous parler de deux projets en particulier qui relèvent plutôt du travail plus personnel de Mélanie Duval à côté de ses activités professionnelles, même si on ne les oppose pas complètement, hein, bien sûr. Donc, on va parler de deux projets, Urikito 3024 et X-Mute, qui sont nés, je crois, mais Mélanie en reparlera, d'une sorte de frustration de décor. Mélanie me disait, je voudrais sortir du couloir à 3 pièces dans lequel les séries d'animation sont un peu enfermées, où on aurait une cour de récréation, une chambre et puis une cuisine. Et donc de cette frustration, finalement, est née une envie d'aller explorer des mondes plus riches, dans lesquels on pourrait raconter des histoires aussi un petit peu différentes. Donc, sans préambule, le premier projet, c'est Urikito 3024, une sorte d'odyssée de genre, qui a été, je le rappelle, page de pub également, soutenue par le Fonds Innovation du CNC. Merci le CNC. À l'écriture. Actuellement, mon seul financier de travaux personnels. Donc à l'écriture et au développement. Et aujourd'hui, le projet est développé avec une société de production qui s'appelle La Chouette Compagnie. Et son actualité, c'est qu'il a été présenté au dernier Forum Cartoon à Toulouse, qui avait lieu là en septembre. Voilà. Et que donc Mélanie a pitché avec ses projets. On a des Canadiens qui sont intéressés et les plateformes qui pourraient être aussi visées au-delà des diffuseurs traditionnels. Pour vous présenter le projet, on ne va pas se mettre à parler tout de suite, puisque c'est un peu aussi la thématique de cette rencontre. On va plutôt montrer des images. Oui, c'est un projet qui est compliqué à expliquer et simple à montrer. Donc on va lancer la vidéo si vous voulez bien. Merci. La mer. Mais puisque je vous dis qu'elles existent, des créatures de l'étrange complètement différentes de nous, qui vivent dans un monde complètement différent. Un monde pas bleu, pas sombre, mais avec plein de couleurs, et c'est pas tout. Il y a de l'air partout, avec de drôles de bestioles qui flottent comme ça. Non, plutôt comme ça. N'importe quoi. La mer. T'as pas de famille pour te nourrir? Bah tu fais comme les autres, tu bosses. Le long. File à ton poste. La mer. Versez mon cœur pour la vie. Voilà, donc ça c'était le teaser qui était présenté au Forum Cartoon, donc un petit teaser pour donner envie aux gens de venir voir la présentation, d'où le passons-vous. Voilà, donc on va juste très, très rapidement
en 2 mots, si tu le veux bien, raconter le sujet quand même un petit peu du projet avant de rentrer un petit peu dans le processus et dans ce qui va nous intéresser, notamment dans le cadre de cette rencontre, c'est-à-dire vraiment le lien entre l'image et l'écriture au sens plus scénaristique au service d'une série de genre. Donc je te laisse, Mélanie. Alors Urikito, je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemble la surface. Donc on est 1000 ans après Gaza, mais en fait maintenant toute la Terre c'est Gaza. Il ne reste pas grand-chose, il reste un petit caillou. Les eaux ont monté, ce n'est pas le futur le plus joyeux qu'on puisse imaginer. Mais vivent encore sous l'eau en fait, des gens qu'on a complètement oubliés. En fait, l'idée est née de la cité du commandant Cousteau. Et le commandant Cousteau, en 1963, a fait une cité sous-marine avec une vraie petite cité sous-marine. Ils sont restés 3 semaines dedans et après, ils sont repartis. Et moi, quand j'ai lu ça dans un bouquin, quand j'étais toute petite, j'étais là « Waouh, c'est tellement génial !» Et je me suis dit « Qu'est-ce que ça aurait donné si des gens étaient restés, s'ils avaient évolué de leur côté ?» Donc là, vous pouvez voir, typiquement, là, on est sur le PowerPoint, hein, c'est ça. Donc voilà, c'était vraiment ça, 1963. 2230, 3024. Voilà, ils ont évolué de leur côté, les humains aussi ont évolué de leur côté. Vous avez vu, sur Terre, c'est pas méga joyeux, sous la mer, ils s'amusent plutôt. Et vu que les eaux ont monté, c'est 2 mondes qui ne se parlent plus depuis 1000 ans, et l'histoire commence le jour où une petête fille qui est employée, parce qu'on vit dans un futur où les enfants travaillent, c'est vraiment très chouette. Et donc cette petite fille qui est employée sur une barge de nettoyage des océans, pêche un morceau de la cité sous-marine, et avec ces gens dedans, en fait. Et c'est comment ça va se passer. Ça va pas se passer très bien entre eux. Je vous montre des petites images en même temps, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est quand ils sont dans la cité sous-marine. Voilà, comme ça, hop, hop, hop. Et en fait, on part du point de vue des gens qui sont dans la cité sous-marine, en fait. Et ensuite, quand ils sont repêchés, on découvre la surface comme eux, comme si c'était une autre planète. Donc vous l'avez vu, résumer le projet en 2 minutes, c'est juste pas possible, d'où le teaser de 45 secondes en images, mais à raconter, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui va bien avec le sujet de notre conférence. Voilà. On peut peut-être dire quand même que c'est une série assez chorale, avec un personnage un peu lead qui est une... Oui, qui est la petite fille là qu'on voit. Là, c'est le jour où ils se rencontrent sur la barge. Donc, vous voyez, à l'arrière, on a le garage à soucoupe qui a été repêché. On a la soucoupe d'exploration qui est la véritable soucoupe du commandant Cousteau. Enfin, si un jour la Fondation Cousteau nous autorise à utiliser son image. Oui, il y a toute l'équipe. Et il y a cette petite fille, en fait, qui non seulement a cassé la grue en les repêchant, mais a failli tomber de la grue. Enfin, l'histoire est un peu compliquée. Et il y a cette espèce d'extraterrestre sous-marin qui vient lui offrir du chocolat chaud. Et c'est sa rencontre avec cette équipe. C'est une petite fille qui vit dans un monde qui est absolument sans foi ni loi. C'est le monde de la productivité. Il faut faire toujours plus vite, plus rapidement et plus fort. Et elle tombe sur des gens qui sont gentils et qui lui offrent à manger gratuitement. Et du coup, c'est le début d'une longue aventure. Voilà. Alors, peut-être pour revenir un petit peu aux origines de comment tu as eu envie de raconter et d'imaginer ce projet, je me rappelle que tu m'as parlé de la notion de dessin intelligent et que le dessin intelligent, ça pouvait vouloir dire que quand on veut écrire une série de genre, quand on veut créer une série de genre, en animation, on a des références d'abord qui arrivent, des images. Et toi, avec ton parcours, effectivement, qui est plutôt lié à l'image, c'est d'abord ça qui est venu en premier et qui ensuite t'a donné envie de tirer le fil pour raconter les histoires. Est-ce que tu peux parler à la fois de ces références et de comment, ne serait-ce que c'est né cette envie de raconter ça? En fait, donc Urikito, c'est un projet. Dans mon agenda 2013, il y a déjà montré Urikito au CNC. Donc ouais, ça commence à dater. Mais c'est né d'une vraie frustration de scénaristes, de dessinatrices et de storyboarders, ce qui était notamment par exemple sur les Chrono Kids, où c'est des gamins qui voyagent dans le temps et partent à l'aventure, sauf que l'épisode dure 7 minutes. Donc en fait, ils ont à peine le temps d'être à l'aventure qu'ils sont rentrés chez eux. Et on n'a jamais le temps d'avoir peur, on n'avait jamais le temps de rire, on n'avait jamais le temps de faire quoi que ce soit, que l'épisode était déjà terminé. Et grosso modo, nos diffuseurs, qui sont des gens absolument adorables et tout ça, il fallait toujours, attention, il faut surtout pas qu'on ait peur. Il faut surtout pas qu'on soit triste. Il faut surtout pas... Et j'étais là. Et en fait, Urikito, c'était un peu... Je sais pas si vous avez vu La Reine des Neiges, le moment où il y a la Reine des Neiges qui a libéré, délivré, qui a fait son château de glace. Urikito était un peu mon château de glace. C'était l'endroit où je pouvais mettre absolument tout ce que je voulais, toute la peur que je voulais, tous les sentiments que je voulais, mais aussi tout le rire que je voulais, parce que je veux pas que ce soit une série tragique. Et le meilleur moyen pour moi, c'était de le dessiner pour montrer, ok, c'est la fin du monde. On est dans un futur qui est apocalyptique. Enfin, on n'est vraiment pas très loin de la fin du monde. C'est 7 jours avant la fin
du monde, grosso modo. Mais je me disais, voilà, regardez, quand on les voit, on ne se dit pas « Oh mon Dieu, ça va être tragique ». Ça raconte au contraire comment, même quand la situation est tragique, ce qui compte justement, c'est de garder la pêche, d'être tous ensemble et d'affronter des aventures, mais qui sont des vraies aventures. Et pas « Oh non, on m'a pas prêté mon vélo, oh là là, c'est vraiment pas bien. Quoi, il n'y a personne à mon anniversaire ?» Voilà, j'avais envie de raconter des choses un peu plus d'aller un peu plus loin en fait, dans ce qu'on peut raconter aux enfants aujourd'hui, parce que je me dis que les enfants ne sont pas totalement idiots, ils ont la télé comme tout le monde, ils voient bien que le monde va pas très bien, qu'il y a des tas de choses qui se passent, notamment avec Internet, ça a beaucoup changé. Entre moi, quand j'étais petite, à l'époque où j'avais la télé, où on voyait un bout d'info de quelque chose, maintenant, ils sont abreuvés d'infos au quotidien qui leur disent « Mon Dieu, le climat se réchauffe, c'est la guerre partout, il y a des terroristes ». Et ça, il n'y a aucun endroit dans les séries animées pour gérer ce genre d'angoisse et de le gérer de façon... Là, la situation est tellement désespérée et ils s'en sortent, finalement, le quotidien à côté, c'est pas grand-chose, en fait. Voilà, c'était un peu ça, Urikito. Et sur le visuel, tu peux parler un peu de tes références, parce que c'est venu aussi des images. Oui, alors l'image que j'avais en tête, alors pour le visuel... c'est un peu compliqué parce que c'est très mélangé en fait. Il y a Les Mystérieuses Cités d'Or par exemple, qui était ma série culte quand j'étais petite. Au niveau de la narration, c'est Battlestar Galactica, mais pour les enfants. Et au niveau du ton, c'était Doctor Who. Et est-ce que j'avais parlé d'autres références quand on s'est... Non, c'était les trois que j'avais en tête. Déjà, c'était pas mal. Donc voilà, donc imaginez cette série, c'est un peu ces trois-là. Et je voulais vraiment un graphisme qui est très pop, très barré, justement aussi pour... Souvent, on oppose en animation, on a d'un côté les séries sérieuses avec un graphisme sérieux et réaliste, et de l'autre côté les séries cartoon avec un look cartoon. Et là, moi, j'avais envie, au contraire, d'aller dans quelque chose qui est qui peut aller très loin, dans une ambiance un peu, vous voyez, il y a des monstres et tout ça, mais en même temps, il y a suffisamment de curiosité visuelle pour détacher ça aussi, pour pas... Comme je disais, le principe, c'est de raconter une histoire et de permettre à l'enfant, on veut dire, de digérer son quotidien. Donc l'histoire, c'est pas de le traumatiser avec des images encore plus traumatisantes dans les séries télé que de ce qu'il voit dans les infos. Voilà, c'était de créer un espèce d'espace-tampon où on sait qu'on est dans de l'imaginaire, rien qu'à la tête qu'ont les personnages et rien qu'à la tête qu'ont les créatures qui les entourent, etc. C'est de l'apocalypse rigolote. Alors on va rentrer un peu dans le processus et dans la façon dont tu crées ce type de série, puisque effectivement tu as la schizophrénie d'écrire et de dessiner en parallèle et de façon concomitante. Alors ce que tu expliquais, c'est que ces deux dimensions sont vraiment imbriquées dans le processus, soit parce que quelque part tu bloques d'un côté, tu vas chercher de l'autre des solutions. Mais voilà, explique-nous un petit peu en quoi ça se répond dans ton procédé pour raconter ça. Ce qui est très rigolo, c'est que hier, je me suis souvenu, en réfléchissant à cette conférence, que en fait, je me suis très bien souvenu du jour où j'ai décidé de devenir dessinatrice professionnelle. J'avais 6 ans, j'écrivais mon premier roman. Et réalisant à quel point c'était une catastrophe littéraire, j'étais là, peut-être que si je le dessine, ce sera mieux. Peut-être que j'arriverai mieux à m'exprimer. Ce que j'ai envie de raconter si je le dessine. Bon, à 6 ans, c'était pas beaucoup mieux dessiner, mais voilà, j'ai eu cette intuition qu'il fallait que je passe par le dessin pour arriver à raconter ce que je veux. Et mon Dieu, je réalise que 32 ans plus tard, j'ai pas beaucoup changé en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui raconte les choses beaucoup plus facilement en dessin, et des fois j'ai besoin de passer par l'écrit. Et par exemple, typiquement pour Urikito, donc les personnages sont nés assez vite en fait. J'avais très clairement en tête, donc en imagination, qui étaient ces personnages. Par contre, pour leur péripéties, imaginez, on a un J-4 avant le rendu du dossier au CNC. Oublie tout ce que je t'ai dit après. Hein. Et en fait, je n'ai absolument aucune idée du contenu des épisodes. Enfin, c'est très flou à ce stade. Je suis là, ouais, ils vivent des aventures incroyables. Voilà, et je ne sais pas encore trop lesquelles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné une carte d'aventure. Je me suis dit, je vais faire comme une carte de pirate. En plus, j'ai toujours une fascination pour les voyages d'explorateurs. J'avais des bouquins sur les voyages d'explorateurs quand j'étais petite. Donc je me suis dit, je vais dessiner cette carte version Urikito. Et c'est comme ça que sont nés les épisodes, en fait. Je me suis dit, ok, d'abord, ils vont rencontrer le monde dans lequel ils vivent, parce que c'est même les petites créatures bizarres que vous avez vues, les personnages qui vivent sous l'eau, ils ont toujours vécu dans leur cité sous-marine, ils ne sont pas beaucoup sortis de chez eux, donc ils ne connaissent pas le monde sous la mer. Et l'idée de la série, c'était vraiment qu'en creux, en voyageant sous la mer à la recherche de leur famille qui a disparu, c'est vraiment comme le documentaire qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils reviennent chez eux,
quand ils s'échappent de la barge dont ils ont été pêchés et qu'ils reviennent chez eux, la cité a été rasée, il reste absolument plus rien, ils ne savent pas où sont leurs familles et ils partent à leur recherche, avec la petite fille qui du coup s'est incrustée comme une passagère clandestine. Et donc du coup, ils reviennent sur la cité, ensuite ils vont rencontrer des créatures, ensuite ils vont arriver à une cité sous-marine, et en fait c'est par les envies graphiques que j'avais envie de dessiner, c'est les choses que j'ai eu envie de dessiner qui ont créé les aventures, parce qu'après donc j'écris pour de vrai les pitchs des 26 épisodes sur cette base, et j'étais là, waouh, c'est incroyable, ça tient la route en fait, enfin cette histoire, c'était exactement ce que je voulais raconter, mais c'est mon cerveau de dessinateur qui l'a trouvé avant mon cerveau d'écrivain qui lui séchait totalement et était en mode panique, il pouvait plus travailler de toute façon, donc c'est la main dessinatrice qui a pris le relais, heureusement. Alors après, tu disais aussi en préparant cette table ronde que finalement tu n'écris que des choses que tu peux dessiner. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors c'est en fait donc comme vous pouvez le voir, finalement ça se voit, je trouve que ça se voit assez bien. Je suis pas une dessinatrice comment dire, spectaculaire, c'est-à-dire que ce que je dessine c'est rigolo, mais c'est pas moi qui vais faire la perspective. J'aime bien montrer ce dessin là parce qu'il le montre bien. Voilà, par exemple, vous voyez, là, on est dans un monde sous-marin, on a l'ambiance, etc. Si vous regardez de près les perspectives et tout, c'est pas trop ça. Et mon principe qui a toujours été mon principe d'auteur, c'est toujours de me dire, la scène que je vais écrire, il faut que je sois capable de la dessiner. Donc je vais jamais écrire des scènes d'action totalement dingues parce que je sais pas les dessiner. Je vais réfléchir à comment rendre cette scène super intéressante, même si elle n'est pas dessinée de façon spectaculaire. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse plus, c'est ce que l'image raconte, que la prouesse de l'image, puisque ça, je sais pas le faire, donc tant pis, c'est pas grave. Donc là, par exemple, dans cette image, ce qui est intéressant dans cette image, c'est pas tant waouh, on est sous la mer, etc. D'ailleurs, la mise en couleur, vous pouvez le voir, a été faite en à peu près un quart d'heure. On voit les bestioles, on voit qu'elles sont mutantes. On se dit, waouh, ok, on est vraiment dans le futur. Il y a l'effet dramatique de la Tour Eiffel complètement tordue. Je pense que si le créateur de la Tour Eiffel voyait ce dessin, il me tuerait parce que c'est pas du tout réaliste, elle n'est pas du tout comme ça. On voit qu'il y a une cité mystérieuse et surtout, on voit ce tout petit sous-marin perdu au milieu de tout et on se dit, ok, il va leur arriver des bricoles. Et voilà, c'est ce que j'appelle, c'est des images qui racontent, mais parce que j'ai pas le choix, parce que si je veux faire des feux d'artifice spectaculaires, je suis pas la bonne personne. Par exemple, je suis très admirative. Ceci dit, Thomas Astruc, avec qui on travaille sur les debugs, est exactement dans cette démarche aussi, même si lui, il donne plus d'ampleur dans ses bastons et tout. Voilà. Et sur les personnages, de la même manière, tu disais que là, sur Orikito, ils étaient venus assez Ouais. facilement. Néanmoins, même si tu les avais un petit peu en tête dans leurs premières caractéristiques, le dessin t'a aussi permis Tout à fait. de les mettre en situation. Bah, Pour derrière trouver les histoires qu'il fallait leur voilà, raconter. Ça raconte. En fait, pour moi, souvent, ce que je fais pour raconter des personnages. Donc ça, vous voyez, ça c'est ce que j'appelle une planche de prod. C'était quand on a fait le pilote. En fait, il fallait que je communique les éléments à l'équipe. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qui raconte absolument rien. Vous voyez. 6 bonhommes, voilà, ils ont tous l'air plus ou moins contents et c'est tout. Mais quand j'ai besoin d'expliquer aux gens c'est quoi le personnage ou c'est qui, je montre ça. Et là, donc par exemple, vous avez Jack qui est avec Erika, la petite fille, l'un des personnages les plus importants, c'est celui que vous avez vu bavasser pendant 30 secondes. Mes personnages sont aussi bavards que moi, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ouais, voilà, ça le définit totalement, ce gars, il y va toujours, il réalise absolument pas. Quand il y a des dangers autour de lui, il ne le voit pas. La preuve, c'était aussi une façon de raconter cette série n'est pas flippante pour les enfants parce que les personnages ne flippent pas parce qu'ils sont inconscients du danger. Donc là, il est en train de se faire à moitié dévorer par une curieuse créature, mais ça n'a pas l'air de le choquer plus que ça. Et il assure à ses copains que tout est parfaitement sûr autour de lui. Et ce que vous voyez tout en haut est l'image fondatrice de ce personnage, parce que en fait, il est le seul dans la cité qui sait que la surface existe parce qu'il a vu sa mère, qui est la créature en rouge. Quand il était petit, il a vu sa mère couper les images d'archives où on voit la surface. Ce qui fait qu'il est le seul à avoir vu ça. Tout le monde dans la cité pense que la surface n'existe pas. C'est ce que vous voyez dans le pilote. Et vous le voyez ensuite dans sa relation avec sa meilleure amie, qui est sa partner in crime, Naya, où en fait, ils font les plans ensemble. Et vous voyez, Jack se vit comme le plus grand stratège du monde. Regardez juste à quoi ressemble la carte qu'il est en train de dessiner. On voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça et que ça va être... Voilà. Donc c'est en quelques dessins, ça m'a permis de montrer vite fait qui était le personnage, juste par des petites scènes fondamentales. Et là, ça résout... voilà, en une planche, je raconte le personnage, alors que pour le... Vous voyez, j'ai des pages et des pages de Bible avec, pour dire Jack, il est comme ci, avec ses camarades, c'est comme ça, mais en un dessin, en fait, et ça m'a permis de le développer, en fait, cette planche-là.
Alors, si on parle aussi d'aller et de retour, là, tu parles beaucoup de ce que l'image va résoudre par rapport à ce qu'un scénario, finalement, peine à expliciter de façon, on va dire, synthétique. Mais finalement, il y a aussi un retour par rapport au scénario. C'est-à-dire que le dessin, c'est aussi quelque chose de rassurant, quelque chose qui permet de synthétiser et de montrer que ce qu'on veut raconter est faisable. Et tu m'expliquais qu'il y avait un effet aussi bénéfique par rapport au retour au scénario, que tu pouvais rendre plus littéraire. Ah oui, par tout à fait. ricochet, rappelle-toi. Tout à fait, c'est vrai. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que quand j'ai pris des cours de scénario, donc c'était en 2006, le temps est loin, on m'a appris que quand on écrivait un scénario, on ne devait jamais être littéraire. C'est-à-dire, le truc qui est interdit en scénario, c'est machin pense que bidule, machin au fond de son cœur ressent nanana. Et en fait, moi, ce que je défends en tant que scénariste, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est-à-dire une fois quand on sait que visuellement ça marche, je trouve que c'est plus intéressant d'aller plus loin dans l'écriture. Je me permets bizarrement des scénarios beaucoup plus littéraires, avec machin, le cœur brisé, c'est le dernier jour de son existence, parce que je trouve que c'est un moyen de transmettre toutes ces informations au storyboarder. Le métier storyboarder, c'est pas oh, dans ce scénario, machin grimpe par l'arbre, je vais dessiner quelqu'un qui grimpe par un arbre. C'est machin est dévasté, comment je le montre à l'image. Et du coup, le fait de dessiner m'a permis d'être beaucoup plus littéraire dans mes scénarios. Et c'est quelque chose que je défends. Et donc sur Ladybug, c'est quelque chose qu'on défend tous. C'est-à-dire les scénarios sont très littéraires, ils sont très émotionnels. On va surtout appuyer sur les sentiments, qu'est-ce que ressentent les personnages, etc. Afin de pouvoir nourrir les storyboarders d'autres choses que de faits. Parce qu'une histoire, c'est pas que des faits, c'est des émotions, des bouleversements et des trucs comme ça. Mais parce que c'est vrai que souvent dans les processus de séries d'animation, on n'oppose pas, mais enfin on a l'impression de monde un peu clos entre des scénaristes et des boarders. Et au fond, le fait de les rassurer sur la faisabilité d'une mise en image déjà basique leur permet aussi d'avoir des intentions, des choses qu'ils peuvent raconter de façon plus précise. C'est tout le travail que je pense en tant que bordeuse, toi-même tu as amené pour que ce soit possible. Tout à fait, c'est-à-dire vu que les scènes sont a priori normalement simples à dessiner, c'est pas des actions totalement spectaculaires et dingues, et je les écris en tout cas de façon que ce soit pas spectaculaire et dingue. Après, j'imagine que personne d'entre vous n'a regardé Ladybug. Si ? Ah, merci. Il y a un épisode qui s'appelle Gorizilla, c'est moi qui l'ai rédigé, celui-ci que j'aime beaucoup. Et il y a une scène qui est totalement d'action, totalement spectaculaire, avec Ladybug qui traverse un immeuble de l'intérieur, etc. Et c'est le storyboarder / co-réalisateur du film qui s'appelle Bill Otomo qui a créé cette séquence absolument géniale. Moi, j'avais juste écrit « Ladybug donne tout pour aller sauver Adrien, le garçon dont elle est amoureuse ». Parce que, voilà, moi, mon job, c'est d'expliquer l'intention. Et lui, vu qu'il est super fort, mais j'ai pas eu à décrire cette scène parce que ça naît aussi, par contre, de la confiance entre les boarders et les scénaristes. Et c'est l'un des vrais problèmes que moi j'ai personnellement avec l'industrie de l'animation, qui est cette espèce de mur qui existe entre les scénaristes et les storyboarders. Et j'ai essayé régulièrement de le faire tomber, mais c'est pas évident. C'est plus des questions après de planning, de cases à cocher, de fichiers Excel, bref, de choses tristes. Bien, on va peut-être passer, sauf s'il y a d'autres choses que tu voulais montrer sur Urikito à Xmut. Alors, non, parce que là, j'ai des petits décors, je les montre vite, du coup, hop, vous voyez. Ça, c'est des images, pareil, ça, c'est des images que j'ai eues en tête avant d'écrire les histoires, mais qui, je trouve, ça, c'est la plateforme pétrolière au robot que j'aime beaucoup. Un bateau qui sont pirate. encore une fois un rapport au genre, c'est-à-dire vraiment au monde d'aujourd'hui, et tu as les images de la transformation. C'est-à-dire, Urikito, en fait, pour créer son univers visuel, j'ai vraiment mélangé, ok, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce que ça peut nous raconter. Par exemple, là, vous avez il trouve un supermarché sous la mer, en fait. Donc voilà, c'est le supermarché en question. Et ça, Tintin, c'est le teaser. Je vous dirai parce que c'est. Et voilà. Et ça, c'est les images de. J'adore mettre des images de fin de dossier un peu dramatiques. Donc vous voyez, c'est pareil. J'ai créé cette image juste pour l'effet du drame que ça générait, puisqu'on voyait le sous-marin détruit, on voit des baleines volantes, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, pour de vrai, c'est la fin de la série, en fait. Voilà. Désolé, spoiler. Mais ça se passe bien après. Ensuite, on va parler de Xmut. Donc Xmut, toujours ce lien au genre que tu explores dans tes projets personnels, avec la méthodologie dont on a parlé là. Là, il y a quelque chose d'un peu différent dans ce projet, parce qu'on est, on va dire, sur une cible un peu différente, peut-être moins enfant que ne l'était Urikito, puisque Urikito, vous l'avez vu, c'était pour les 8-12, donc vraiment le public traditionnel de l'animation. Là, on a envie d'aller chercher un public qui est
peut-être plus concernés par les problématiques de Xmut, à savoir la vie au collège, hein, Tout à fait. tout Ce simplement. que j'avais écrit sur le dossier d'ailleurs, c'était le projet pour tous ceux qui ont peur du collège, tous ceux qui l'affrontent et tous ceux qui sont encore hantés par lui. Donc on est vraiment plutôt ados, adultes. Donc effectivement, dans le secteur de l'animation, en tout cas de celui des séries, ça reste encore assez marginal d'écrire pour ce type de public, même si on commence à voir un petit peu des choses. Et donc là, ce qui nous a intéressé aussi dans le fait de te demander de parler de ce projet, c'est évidemment le rapport au genre, mais aussi tout ce qui a été importé peut-être de l'écriture du live. Et là, je pense à effectivement des sitcoms, des choses que chacun a un petit peu en tête comme des références et qui permettaient d'être au plus proche des personnages, mais tu vas en parler, plus universel par rapport à quelque chose, à une expérience qui t'était assez proche. Peut-être tu nous dis 2 mots de l'origine du projet. Oui, alors donc Xmut, c'est très simple, c'est juste la transposition métaphorique de mes années collège, qui était juste absolument désastreuse. Mais comme beaucoup d'artistes, hein, je ne suis pas la seule. En général, quand vous êtes dans une salle de scénaristes et que vous dites qui a passé des années collège pourries, tout le monde est là. Moi. Qui a passé des années collège pourries ici ? Merci. I knew it. Donc voilà, vous savez de quoi je parle. Et c'est un projet que j'ai depuis très très longtemps. Alors je vais vous montrer comment il est né. Alors préparez-vous les yeux parce qu'on est en 2002 et mon style de dessin était un peu différent. Je suis absolument désolée d'avance. Voilà. C'était il y a longtemps. Et en fait, c'est rigolo. Cette planche est une planche de recherche commandée par mon producteur de l'époque, Jean-Michel Spinner, quand je travaillais à 2 minutes sur Les Durs du Mur. Il nous demandait de temps en temps de faire des petites recherches pour d'autres projets, en fait. Et là, c'est un projet sur un enfant invisible. Donc, vous le voyez, il est au milieu, pas très visible. Et moi, je dessine cette petite bande. Et le personnage qui est en t-shirt rouge avec ses lunettes et son bouquin me frappe le cœur, vraiment. C'est-à-dire de voir ce perso, je fais, bon sang, c'est de lui dont j'ai envie de raconter l'histoire, en fait, parce que lui, c'est moi. J'étais celle au collège avec les vêtements pourris, avec le bouquin, les lunettes, celle qui était totalement à côté de la plaque. Et voilà, donc je l'ai extrait, comme on voit, top, ce personnage. Donc le style de dessin est à peine plus brillant 1 an plus tard. Et ensuite, on arrive à voilà, maintenant c'est cette bande de personnages-là, on peut les reconnaître du dessin précédent, mais c'était vraiment l'histoire de raconter, ok, c'est une bande de collégiens, c'est le principe du Breakfast Club, c'est-à-dire on a 5 personnages qui n'ont rien à voir ensemble, il y en a quelques-uns qui persécutent les autres, etc. Celui avec les lunettes, c'est lui qui vit la période la plus craigneuse de son époque, et Clara, qui est au-dessus, est la nouvelle de la classe. Et il se retrouve au club de sciences du lycée, de façon obligatoire, certains pour réparer leurs notes, d'autres parce que vu qu'ils sont bons, ils n'ont pas le choix d'y aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans ce club de sciences, donc ils sont obligés d'y aller. Moi je l'ai vécu, on m'a obligé à faire du latin parce que vu que j'étais une bonne élève, il fallait que je remplisse la classe de latin, donc c'est vraiment que de l'expérience personnelle. Sauf que là justement on est dans un univers de SF, de fantastique, donc il y a une explosion au laboratoire de sciences et à partir de ce moment-là, en fait, il se transforme. Mais c'est pas comme un super pouvoir qu'on déclenche comme ça, c'est-à-dire il se transforme vraiment, et à chaque fois qu'ils essaient de trouver un remède, ils se transforment en autre chose, et vous voyez c'est sur la couverture, donc ils vont zapper comme ça d'une forme à l'autre, et pas tout le temps, suivant les personnages, ça va être suivant évidemment leurs sentiments, suivant ce qu'ils ressentent, etc. Donc c'est vraiment une métaphore de l'adolescence, ils se transforment, les hormones débarquent, et c'est le bordel, voilà. Alors justement, en termes de ton, de registre, tu voulais être dans quelque chose d'assez juste, d'assez sincère par rapport à la thématique. Et finalement, tu m'expliquais que le genre permettait d'être plus universel tout en n'étant pas complètement dark à la 13 Reasons Why. Voilà, exactement. C'est un projet de série que je voulais vraiment sans phare. C'est-à-dire qu'il va vraiment raconter des choses très dures. C'est-à-dire que le personnage avec ses lunettes, sa mère a été tuée par son père. Et c'est une histoire vraie, pas de ma famille, mais c'est moi quand j'étais en CP, il y avait un petit garçon qui était totalement taré dans la classe. Son père avait tué sa mère, il était en prison. Donc là, c'est le personnage principal. Et chacun a ses histoires. Ils n'ont pas tous des histoires très dark, mais je voulais vraiment raconter vraiment la vie au collège. Ce gosse se fait vraiment maltraiter par ses camarades. Il y en a un qui a un ex-enfant star, mais du coup il est un peu moqué, il est un peu sur cette frontière entre les autres, se foutent à moitié de sa gueule, mais en même temps sont très hypocrites avec lui. En fait, je voulais vraiment raconter, moi, mes années collège telles que je les avais vécues, et franchement, c'était pas drôle,
Mais je voulais pas non plus que ce soit 13 Reasons Why, la série où à chaque épisode on a mon Dieu, quelle chose horrible va encore leur arriver. Jusqu'où va-t-on descendre au fond du trou? Et je voulais que ce soit universel. Donc c'est pour ça que l'apport du fantastique, d'un seul coup, ça crée du mystère, ça crée beaucoup de comédie. Parce que quand on a un personnage qui est transformé en plante verte, c'est à la fois tragique et comique en même temps. C'est-à-dire les autres doivent s'en occuper, pas oublier de l'arroser. Il faut masquer à sa famille que l'autre a été transformé en plante verte. Donc ce groupe devient une bande. Déjà, ces gens qui se détestaient deviennent une bande par la force. Donc ça, on est dans quelque chose de très classique. Mais c'est volontaire. C'est vu que quand j'ai des projets qui sont très extraterrestres dans ce qu'ils racontent, j'aime mettre quelque chose de très classique auquel on va se raccrocher en fait. Donc j'ai pris cette figure-là vraiment volontairement. Et en fait, donc ça crée de la comédie et ça crée aussi un côté universel. C'est-à-dire que même les gens qui vivent de très bonnes années collège, et je pense qu'il y en a, enfin quand même, pas dans les milieux artistiques, mais ailleurs. Et j'avais envie qu'ils regardent la série, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qui va leur arriver, comment ils vont se transformer, comment ils vont s'en sortir ou pas, etc. Je voulais que ça parle vraiment des thématiques de gamins, en fait, vraiment collège. Voilà. Alors, là encore, dans le processus de création, là en l'occurrence, tu as vraiment commencé par des images, par des croquis en l'occurrence, qui étaient un petit peu des rêves, qui étaient tes points d'arrivée pour le scénario. Ça, c'était peut-être tu peux montrer un petit peu. Ouais, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez les petits épisodes, mais voilà. En fait, quand j'ai imaginé le premier épisode, il y avait des choses pareilles que j'avais envie de montrer. Et j'ai d'abord dessiné ce que j'avais envie de montrer. Donc vous voyez là par exemple c'est le jour de l'arrivée au collège, donc avec tout le monde qui regarde. C'est vraiment des petits croquis de refs qui étaient comme des points rouges. Je vous les montre rapidement, puis après vous voyez c'est des petits machins comme ça. Donc à la base c'est plus pour moi en fait de créer des séquences que je vais retrouver dans mon épisode et qui sont comme des points rouges. Après quand j'écris l'épisode, je sais où je vais aller parce que j'ai ces scènes là dont je veux aller à ces scènes-là, en fait. Et j'ai souvent fonctionné comme ça, même si, pareil, dans les écoles de scénario, on vous dira « ne faites jamais ça », mais c'est d'avoir une scène auquel je tiens absolument, et ensuite, les choses vont s'organiser pour y arriver, parce que je pense vraiment, entre guillemets, que le cerveau de l'image est plus rapide et plus intelligent que le cerveau de l'écriture, qui, lui, théorise beaucoup et se pose beaucoup de questions. Et que des fois, quand on a absolument envie d'une image, c'est qu'il y a une évidence entre elles qui donne sa raison d'être au projet. J'ai par exemple cette image-là qui est vraiment la raison d'être du projet. Ils sont dans une cabane au fond de la forêt. Donc il y en a un qui est vraiment très très pauvre et donc il vit dans vraiment une baraque dans la forêt et donc ils ont les toilettes dehors. Et là, les deux personnages ne s'avouent pas qu'ils sont eux-mêmes victimes du même effet. Donc il y en a une qui brille dans la nuit, qui est assise à l'extérieur des toilettes, et l'autre qui brille dans la nuit et en plus a des épines qui lui sont poussées partout parce qu'il vient de piquer une crise de nerfs et qui est enfermé à l'intérieur des toilettes. Et les deux se disent, moi rien de particulier, et l'autre il fait moi non plus. Et je trouve que c'est très symptomatique de l'adolescence, c'est que non seulement il y a énormément de choses qui se passent, que c'est compliqué, qu'on pique des crises, qu'on est en train de se transformer, que c'est la merde à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Et que faire un adolescent ? Non, ça va super bien, et toi ? Ouais, moi aussi, parce qu'en plus, il y a un rôle à jouer. Et la pression de l'adolescence, c'est le rôle à jouer. Tout va super bien, j'assure, c'est vraiment génial. Et l'intérieur qui est là, voilà, parce qu'il y a cette pression de justement, si on montre la moindre faille, la meute de loups va nous tomber dessus, c'est assez compliqué. Donc voilà, et pour cette image-là, ce projet est né pour cette image-là, en fait. C'est-à-dire, c'est aussi, parce que faire un projet, c'est long, faire un projet, c'est compliqué, il y a des fois, on y croit, on n'y croit pas. Et ces petites images aussi, c'est une façon de me dire, ce projet vaut vraiment la peine, c'est ça que je veux faire. Donc continue, accroche-toi, écris ton scénario même si tu n'es pas bien sûr de où tu vas arriver, parce que tu sais que tu vas arriver là. Voilà. Et cette image-là, elle me touche particulièrement parce que c'est le moment où je me suis avoué que ce projet parlait de moi, parce que ça a l'air évident comme ça maintenant que je le raconte, mais quand je fais un projet, de quoi ça parle, ça arrive vraiment en tout dernier en fait. Le lien avec pourquoi je raconte ça, etc. Souvent je le découvre à la dernière minute, voire tout le monde l'a découvert avant moi. Et quand j'ai dessiné ce collège, je me suis rendu compte que, donc vous voyez c'est très mal dessiné, mais quand j'ai dessiné ce collège, vous voyez mon talent pour la perspective, en fait j'ai dessiné le collège de mon adolescence et au moment de le nommer, en fait je lui ai donné le nom de ma prof de maths, en fait, qui est la personne qui m'a un peu sauvé la vie, puisque c'est elle qui m'a envoyé faire du dessin, ce qui est bizarre pour une prof de maths. Mais c'était assez fou, c'est elle qui m'avait dit, parce que sa petite cousine faisait le lycée d'art appliqué, un lycée d'art appliqué en seconde. Elle m'a dit, toi qui es en 3, tu m'as dit que tu voulais faire du dessin, tu m'as dit que tu voulais faire plein de choses, qu'est-ce que tu vas aller t'enterrer dans le lycée local, le lycée scientifique local qui était pourri. Elle a dit, va dans ce lycée, c'est à 200 km. Je pense qu'elle avait bien conscience que ma vie était un peu compliquée, que 200 km était une distance suffisante à mettre entre moi et le reste du monde. Et voilà, donc en nommant, en fait, cette image m'a mis vraiment les larmes aux yeux, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est le projet qui répare un peu mes années collège. Et je me suis dit, ma fille a 11 ans, donc ça y est, elle débarque au collège. Je me suis dit, j'aimerais que les enfants aient un espace de discussion autour du collège, un espace de sécurité pour affronter ça. C'est un peu comme en fait, c'est très proche du Rikito, c'est-à-dire, ok, on vit dans un monde compliqué, voici un espace de sécurité pour en discuter.
Et donc voilà, c'est... Et en même temps, tu choisis le médium de l'animation, justement, et donc pas le live parce qu'on a tous en tête pas mal de sitcoms live sur ces thématiques. Donc, justement, toute cette stylisation quand même du réel, pourquoi tu as fait ce choix-là? Au-delà du fait que c'est ta manière de t'exprimer, puisque tu es dessinatrice. J'ai par ailleurs des projets en fiction. Donc l'animation pour ce projet-là est un choix qui est absolument évident. Il suffit de regarder, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais les petits pitchs, c'est intournable en fait. Parce que les transformations, parce que, comme je disais, on est dans un espace métaphorique. Si vous regardez le pitch, étale vert, où on a les deux personnages paumés dans la forêt, on a l'impression qu'on est dans Totoro. Et il y en a un qui est tout petit et qui est très malheureux, et l'autre qui est très malheureux, mais il est dans une état de larve énorme qui je veux dire, vous pouvez pas montrer ça en fiction. Enfin, ça va être moche, ça va ressembler à rien. Et surtout, c'est un sujet sur la transformation. Et l'animation est juste le média merveilleux pour parler des transformations, des perturbations intérieures, de tout ce monde. C'est un espèce vraiment de métaphorisation. Vous voyez l'épisode au-dessus, qui s'appelle Symbiose, par exemple. On voit, alors je sais pas si c'est très clair, mais c'est la gamine, elle s'est endormie sur son écran d'ordinateur, en fait, et la machine a pris possession de son corps. Elle a fusionné avec son ordinateur, en fait. Je veux dire, c'est très basique, mais comme métaphore de l'adolescence d'aujourd'hui, du rapport aux médias sociaux, au téléphone portable, à l'écran, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui, si je le raconte, en effet, en fiction, c'est Certain Reason Why, c'est genre, les gens étaient méchants avec moi sur Facebook. Là, elle a fait Symbiose, elle vient, monde merveilleux, elle a fusionné avec sa machine. Elle est très bien. Le problème, c'est qu'elle a disparu aux yeux des autres. Et le seul qui n'a pas de téléphone portable dans cette histoire, qui est celui qui n'a pas d'argent, du coup, il a perdu son contact avec elle, en fait. Et du coup, c'est le seul qui est malheureux qui se rend compte qu'elle a disparu. Voilà. Et donc là, en termes d'histoire, justement, pour revenir un petit peu plus à cet aspect-là des choses, tu as envie de mélanger aussi un petit peu les registres. Oui. Donc on est à la fois dans la... Peut-être tu peux parler de cet équilibre entre la sitcom, l'aventure, spécifiquement sur ce projet-là, et ce que te permet aussi, là, pour le coup, l'animation. Ouais, tout à fait. Ne te permettrait pas le live. Tout à fait, c'est que là, on est, comme je disais, je veux vraiment être sans phare dans ce que je raconte sur les adolescents et leurs relations, etc. Donc elles sont parfois très dures. Ce qu'ils vivent entre eux est assez compliqué souvent, c'est normal, c'est l'adolescence. Même chez les adultes, c'est compliqué du reste. Mais du coup, les transformations permettent de créer à la fois un côté inquiétant de fantastique, mais aussi beaucoup de comédie. Comme je disais, parce qu'il y a des choses à cacher, parce qu'il y a de la pure sitcom, c'est-à-dire, oui, si d'un seul coup je déclenche mes épines au milieu de la cuisine, c'est compliqué. C'est vrai. C'est vraiment le... Comment dire je crois que j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je raconte? Écoute, tu racontais que, en l'occurrence, l'anime était... Voilà. Pour en revenir au rapport au genre, et c'est un moyen aussi de... C'était la sitcom, c'était le lien avec le feuilletonnant, l'aventure que te permet l'anime. En fait, ma référence avait... mon auteur préféré ultime, qui est ma référence dans la matière, que je cite tout le temps, donc vous n'allez pas y échapper, c'est Russell T. Davies, qui est le scénariste qui a fait le reboot de Doctor Who 2005-2009. Pardon. Et plein d'autres séries. Et c'est le spécialiste du drama drôle, fantastique, bizarre. Et pour moi, c'est vraiment important, quand je fais quelque chose, de garder... Je suis une amoureuse totale de la pop culture. Je suis un enfant qui a été privé de télé entre 8 ans et 14 ans. Donc moi, la télévision, c'est vraiment l'endroit magique et c'est l'endroit où je veux m'exprimer. Et je veux pas faire des séries télé qui soient des trucs... qui ne soit pas accessible à la majorité du public. Je veux vraiment que ce soit, quel que soit, et d'autant plus quand le sujet est dur, je veux vraiment que ce soit drôle, triste, passionnant, palpitant, qu'il y ait du suspense, des cliffhangers, etc. Parce que je trouve que c'est l'endroit où avoir des discussions avec quelqu'un, c'est justement l'endroit où ils sont. Et donc moi, je veux vraiment que les ados la regardent, je veux que les gamins la regardent, pas en se disant « Oh mon Dieu, un témoignage traumatisant sur ce qui m'attend », mais plutôt « Ok, c'est fou, c'est délirant, ça parle d'un univers que je pressens que je vais bientôt connaître ou que je connais, mais en tout cas, c'est cool, fun, enfin tout ça. Pour moi, le genre permet d'amener ça, en fait. D'universaliser un petit peu d'universaliser le propos et de le rendre, cool, enfin d'avoir quelque chose d'un peu sympa à regarder. Alors on commence à voir un tout petit peu des choses un peu plus pour ces cibles-là, notamment sur les plateformes. Est-ce que tu as toi en tête comme ça une série ou un film qui peut être un peu proche du résultat que tu espères approcher en termes, encore une fois, de mélange des genres et de... Moi je suis assez fan de John Hughes, par exemple Code Lisa, des trucs comme ça. J'aime beaucoup. En niveau animation, alors sur ce type de série, il y avait Daria qui était vraiment bien
dans un genre totalement différent, mais beaucoup plus au niveau du ton qui était très comme ça. En ce moment, qu'est-ce que je regarde ? En ce moment, je regarde RuPaul Drag Race, donc c'est pas c'est un autre genre. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, les plateformes développent de plus en plus notamment dans les ce séries type de ados. projet. En fait, les séries ados, pour moi, c'est le trou absolu. C'est-à-dire, ce qui est fou, je pense que les ados sont les gens qui ont le plus besoin de fiction, dont il y a en livres, il y a un succès titanesque des bouquins pour ados, des mangas, des trucs comme ça. Les ados sont ceux à qui on ne parle pas. C'est-à-dire ces gens, ok, tu vis plein de choses compliquées, je ne vais pas te parler. Et en effet, les plateformes, d'un seul coup, remettent ce qui a existé à un moment. Parce que quand j'ai eu la télé, quand j'avais 14 et quelques, il y avait des séries ados. Sur France 2, je me souviens très bien, il y avait Seconde B, il y avait Gaulle, il y avait des trucs comme ça. Et c'est vrai que justement, quand il y a Sorti in Reason Way, même si on est ado-adulte, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a Skins, que je trouve vraiment absolument génial. Il y a... Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? J'ai un trou, mais Ladybug, fantastique. C'est surtout qu'effectivement, là, en l'occurrence, en parlant d'animation, cette technique-là n'est plus un frein pour être au plus proche du réalisme, de ce qu'on veut raconter, pour, au contraire, de ces histoires-là. Tout à fait, et ça ne l'a jamais été. C'est vrai que si on regarde ce qui se passe du côté du Japon... Ah oui, grosse référence, Évangélion. Dans le genre métaphorisation de l'adolescence, Évangélion, comment ai-je pu l'oublier, est vraiment l'une des références que j'avais en tête en créant ce projet. C'est-à-dire, on est dans quelque chose avec des robots, sauf que Évangélion est très angoissant. La comédie, not so much, pas tant que ça, mais c'est vraiment... Et on est dans des combats de robots géants, etc. Et on ne parle en fait que d'adolescence et de relations entre les adolescents et le rapport aux adultes. Alors, c'est les adolescents japonais, donc leurs problématiques ne sont pas les mêmes que les adolescents français, pour la majorité. Là, je vais y aller avec mes grosses truelles de béton. Mais là, c'était notamment l'attente vis-à-vis des parents et de la société qui est très forte. Là, on a des enfants qui sont des kamikazes, en fait, dans l'Évangile. En tout cas, l'idée, c'était de pouvoir montrer qu'effectivement, y compris pour la télévision, on peut avoir des séries qui s'adressent à des publics un peu différents, qui explorent aussi des genres différents, et qu'en tout cas, on est plus armé avec cet aller-retour image-scénario pour à la fois démontrer la faisabilité des choses, mais aussi être très très précis sur ce qu'on veut raconter, tout en étant, c'est ce que tu évoquais là, tout à fait démocratique dans ce que la télévision a de plus massif dans la communication. Et je pense qu'il y a pas mal d'étudiants aujourd'hui avec nous. L'idée, c'était aussi un peu d'être encourageant sur ce type de projet, de montrer que voilà, on peut sortir un peu du cadre, pour reprendre ce que disait Xavier, et aller inventer des mondes un peu nouveaux dans lesquels on repère les codes du genre, les codes du réel, mais où on peut aussi laisser un peu exploser l'imaginaire et le récit. Enfin, je pense que vraiment, dans les années à venir, et notamment avec l'arrivée des plateformes, ou même des chaînes traditionnelles, avec l'arrivée de leur propre plateforme, je pense qu'il y a un espace plus que jamais, et je pense qu'il faut vraiment le prendre, cet espace, parce que dans le monde qui est le nôtre, et qui change très vite, et qui est très compliqué, et qui est vraiment très angoissant, enfin, je ne sais pas si c'est nouveau, mais je trouve que c'est très angoissant, je trouve que c'est important de prendre cet espace et d'aller parler aux gamins d'autre chose que mon vélo, ma copie, mon anniversaire, et tout ça, quoi. Voilà. On peut passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez, en voilà une. Oui, moi j'en ai une essentielle à laquelle il me semble que vous n'avez pas répondu. Quand est-ce qu'on pourra les voir, ces séries ? Alors, vous savez, l'âge des projets, c'est comme l'âge au chien. C'est-à-dire que... En fait, ça dépend pas de moi, ça dépend des diffuseurs, en fait. C'est-à-dire que c'est des projets qui, comme vous l'avez vu, sont un peu extraterrestres dans le monde du paysage audiovisuel français qui existe actuellement. Et donc, je ne sais pas du tout. On bosse très fort avec mes producteurs chéris qui sont La Chouette, Maria Machmi et Sylvain Dos Santos, et qui sont géniaux et qui croient à fond pour aller séduire un maximum de gens avec ces capsules de soucoupe volante qui débarquent venues d'ailleurs. Mais ça dépend pas. On ne sait pas. Entre pas avant 2-3 ans, si un diffuseur signait aujourd'hui, c'est pas avant 2-3 ans, et
Après, 10 ans, 15 ans, ça dépend. Le plus vite possible, évidemment, j'espère, mais c'est vraiment, ça ne dépend pas de moi. Sachant quand même qu'Orikito a été présenté au marché, donc au Cartoon Forum, qui, comme vous le savez, est un lieu où quand même il y a 800 investisseurs internationaux qui viennent écouter des séances de pitch. Donc c'est quand même vraiment un lieu d'exposition extrêmement intéressant, qui a bien fonctionné. Tout à fait, ça a bien pris. Il y a un vrai, quand même, je trouve, il y a une vraie bascule. Alors, Urikito est plus mûr, on va dire, que Xmut au niveau de sa présentation, parce qu'il a un petit pilote, vous avez vu, etc. Mais c'est vrai que je touche toutes les planches de bois du monde et je vous invite à faire pareil. ça pourrait marcher. Encore une fois, sachant qu'il y a des coups d'accélérateur quand même un petit peu avec les plateformes aujourd'hui, plateformes qui étaient d'ailleurs au dernier forum Cartoon très présentes dans les salles. Et donc à un moment donné, si elles ont envie d'y aller, ça peut ça peut aussi changer. C'est pas forcément le temps habituel. Bon, si ce n'est qu'il reste 24 mois pour fabriquer, mais ça c'est une autre histoire que vous connaissez. Mais pour vous donner une idée, Ladybug, par exemple, pour ceux qui connaissent, je crois que Thomas a fait les premiers croquis en 2010. Je crois. On est sur le temps de développement des séries est très long. Mais en même temps, c'est aussi parce que c'est une énorme masse de travail. C'est-à-dire que là, le jour où on lance sur Urikito, moi j'ai 26 fois 26 épisodes à écrire, tout ça. Donc, voilà. Il y avait une autre question par là, je crois. Oui, bonjour. Bonjour. Vous parlez de votre adolescence sur Xmut et vous dites que vous vous en êtes inspiré. Est-ce que vous avez parlé avec d'autres adolescents actuellement est-ce que vous avez recueilli un peu de témoignages? Non, les adolescents d'aujourd'hui ne m'intéressent pas. Non, D'accord. Non, je plaisante. Ce qui est génial quand on est quelqu'un qui a mon âge, donc 38 ans, c'est que, alors déjà, moi j'en ai une de préado sous la main, pour qui le début au collège se passe très bien. Je suis très rassurée. Je la surveille comme le lait sur le feu. Ça va, ma chérie, tout se passe bien. Mais sinon, j'ai pas mal d'ados dans mon entourage, des enfants de mes amis, des expériences, etc. Donc, je garde toujours mes petites oreilles ouvertes à écouter un peu, de voir comment ça se passe. C'est vrai que l'adolescence est une expérience à la fois très personnelle et très universelle. Je pense que beaucoup de choses ont changé. Par exemple, les réseaux sociaux, ça change énormément de choses dans le rapport qu'ont les ados. Et en même temps, il y a des choses qui... C'est juste que, la reine de la cour de récré, maintenant, elle est dans une cour de récré de 3000 followers sur Instagram. Ça prend des proportions qui sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filtres. Quand vous rentrez chez vous, par exemple, vous n'êtes plus tranquille, en fait. C'est-à-dire que la cour de récré ne s'arrête plus à la cour de récré. Il y a des tas de choses qui changent. Après, fondamentalement... Sur les rapports de force. Sur les rapports de force, bizarrement, je pense qu'ils existent depuis que l'humanité existe. C'est-à-dire, l'adolescence, c'est cette période très particulière où vous sortez de l'enfance pour arriver dans l'âge adulte. Et c'est le moment où vous devez définir qui vous êtes et où se définit, en bien ou en mal, et malgré vous ou avec vous, votre rapport dans le clan, en fait, dans le groupe très spécifique qui est le collège, en fait. Donc cette tension-là, je trouve, n'a pas tellement changé. Enfin, j'espère. J'espère que ça se passe toujours mal, sinon je suis bien dans la merde. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Merci. Je voulais juste demander justement s'il y avait des choses animées déjà. Enfin, là, on a vu des dessins. Est-ce que vous avez quand même un teaser ou, je sais pas, un extrait de... Enfin, quelque chose qui soit déjà animé qu'on pourrait... Pour Xmut? Oui, pour Xmut. Non, pas encore. C'est vraiment... Il est tout frais sorti du tube, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai rendu le premier scénario au CNC, je sais plus, il n'y a pas si longtemps en fait. Donc c'est parce qu'en fait, quand on dépose un dossier au Fonds d'aide à l'innovation, auquel j'encourage tous les gens dans cette pièce à déposer des projets, parce que c'est un fonds extraordinaire pour développer ses projets personnels. En fait, quand vous déposez un dossier et que vous réussissez à avoir votre petite subvention, il y a un travail de rendu. Et je trouve que c'est très important, cet espace où on est seul avec son projet pour l'avancer. Il y a des gens que ça angoisse, moi c'est mon moment préféré. Donc voilà, là en fait il va juste commencer à sortir dans la nature. On est vraiment au très très début de Urikito. Non, de Xmut, pardon. Et pour tout ce qui est, je sais pas, sonore, est-ce que vous y pensez déjà maintenant? Est-ce que vous avez des pistes, je sais pas, à nous transmettre? Ouais, j'ai toujours, pour chaque projet, j'ai toujours la petite playlist. Et par exemple, pour Xmut, là j'ai un énorme trou, mais c'est un groupe français qui est absolument génial. Désolée, j'ai un trou. Je le retrouverai, je suis désolée, poum, ça m'arrive des fois. Voilà, mais oui, j'ai la musique, j'ai la playlist des projets, etc. Après, ça s'affine, et évidemment, c'est ouvert à discussion avec mes partenaires quand j'en ai. Mais j'ai en général très bien c'est... Ah mon Dieu, j'ai un trou, je suis désolée. Ça va revenir. Revenez me poser la question plus tard.
On s'arrête là. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup Mélanie et merci à vous de votre attention. Stupéflip. Ah, c'est Stupéflip, voilà. Donc la musique, c'était Stupéflip, pardon, j'ai eu un trou.